Bonjour, eh bien nous allons ouvrir aujourd'hui notre 7e séance et elle va porter sur les rapports assez à la fois conflictuels et à la fois réconciliés entre le sionisme et le judaïsme, entre le sionisme et les personnes de stricte observance, les croyants, les pratiquants à l'intérieur du peuple juif. Cette histoire, bien sûr, elle va commencer à la fin du XIXe siècle avec l'apparition du sionisme, et même avant Herzl, au début des années 1880, l'apparition de cette revendication nationale juive suscite parmi les juifs observants, pratiquants en Europe centrale et en Europe orientale, beaucoup de dissensions. Il y a effectivement pas mal de militants qui sont pratiquants et observants, mais leurs élites, les rabbins, les autorités rabbiniques ne suivent pas. Et ce qui est intéressant, quelles que soient leurs obédiences, quelles que soient leurs tendances, en effet, du judaïsme libéral au judaïsme orthodoxe, en passant par toutes les variations intermédiaires, il y a, je dirais, une sorte de levée de bouclier contre le sionisme. Alors, les raisons sont très diverses. Elles vont de ceux qui pensent que, par exemple, pour le judaïsme libéral, les juifs ont vocation à répandre les lumières du judaïsme au sein des peuples et des nations et des États dans lesquels ils se sont greffés, et donc l'idée d'une autre patrie, l'idée d'un retour à Sion apparaît complètement déplacée. Du côté des juifs orthodoxes et des autorités rabbiniques orthodoxes, eh bien, il y a là une violation, je dirais, de quelque chose qui est au cœur du judaïsme, c'est-à-dire, bien sûr, le messianisme préconise le retour à Sion, mais ce doit être la fin du processus. C'est le couronnement des jours de Acharit Hayamim, des derniers jours. Ce doit être effectivement le retour des enfants d'Israël à Sion sous la conduite de Dieu. Or là, c'est une initiative humaine et qui plus est portée par des personnes qui sont certes juives, selon la halakha, mais qui sont dans leur comportement, dans leurs convictions profondes, très éloignées, sécularisées, parfois même méprisants à l'égard du judaïsme. Eh bien, il y a là donc quelque chose de sacrilège. Une initiative de cet ordre-là ne peut être une initiative divine. Or, elle est prise par des personnes et, encore une fois, de surcroît, des personnes qui sont éloignées de toute pratique juive. Alors, dans ce contexte-là, dans ce consensus-là religieux des juifs libéraux aux juifs orthodoxes, vous allez avoir néanmoins quelques rabbins qui vont faire exception. Je prendrai, pour commencer, parce qu'on est en France, le cas quand même assez exceptionnel, mais très intéressant, de celui qui incarne le franco-judaïsme, le rabbin Zadok Khan, alors qui va pas se définir comme sioniste, mais qui va, qu'on peut définir en tout cas comme pro-sioniste. Il accueille avec bienveillance l'établissement de juifs en Palestine. Mais prenons ce que l'on va considérer comme le sionisme religieux, et dont le premier leader sera le rabbin Reines. Alors, ce rabbin Reines, il va imprimer au sionisme religieux une direction très claire. Les religieux tels que lui et ceux qui le suivent soutiennent le sionisme, pas du tout parce qu'ils voient dans le retour à Sion le début d'un quelconque messianisme. Au contraire, ils disent ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Alors, pourquoi se disent-ils sionistes ? Eh bien, parce qu'ils considèrent que si, de manière générale, et surtout à partir du XIXe siècle, tout juif doit soutenir une entreprise philanthropique, quelle qu'elle soit, qui vient aider à la promotion des juifs. Comment ne soutiendrait-on donc pas le sionisme, puisque dans cette perception-là, dans cette perspective-là philanthropique, le sionisme est un philanthropisme à l'échelle collective. Donc vous voyez, pour des raisons, je dirais, on va dire humanitaires, tout effort qui est fait pour améliorer la condition des Juifs est bienvenu, et si ça se passe dans la terre des ancêtres, eh bien pourquoi pas. On va avoir un autre rabbin, le rabbin Eliasberg, et l'un des arguments employés par le rabbin Eliasberg pour justifier le retour à Sion et pour expliquer pourquoi ce n'est pas Dieu qui en prend l'initiative, eh bien c'est de s'appuyer sur le retour de Babylone. Car le retour de Babylone, il n'y a pas une injonction divine, il y a le Cyrus, l'empereur perse, qui est beaucoup plus clément que son prédécesseur Nabuchodonosor, et qui va édicter ce qu'on appelle l'édit de Cyrus, tolérant
l'option que des Juifs puissent retourner en terre d'Israël, et sous la direction de Ezra et Néhémie. Vous connaissez cette histoire, je n'y reviens pas, mais on s'appuie donc sur ce précédent pour se dire, voilà, il y a eu dans l'histoire juive un retour qui s'est fait en s'appuyant sur le retour des Juifs à Sion sans une injection divine précise. Alors, voilà le premier sionisme, il reste minoritaire, et il va être en quelque sorte, je dirais, renversé, basculé par une figure immense dans le judaïsme en Palestine, la figure du rabbin Avraham Yitzhak HaKohen Kook, qui est né en 1865, il meurt en 1935, donc vous voyez, bien avant la création de l'État d'Israël, mais il va avoir une influence déterminante. C'est lui qui va imprimer au sionisme une dimension religieuse qui jusque-là n'était pas présente, puisque, encore une fois, on réduisait cela à de la philanthropie collective. Qu'est-ce que dit le Rav Kook? Il s'appuie là aussi sur toutes les objections pour les balayer du revers de la main. Il va dire, par exemple, un des reproches fondamentaux était de dire, vous voyez bien que le sionisme est un sacrilège, est une hérésie, puisqu'il est conduit par des laïcs, par des personnes sécularisées. Et le Rav Kook va dire, mais qui sont ces juifs sécularisés? Ils auraient pu être tentés par le marxisme, ils auraient pu être tentés par le capitalisme, ils auraient pu être tentés par le diasporisme. Or voilà que ce sont ceux-là même qui auraient pu sortir, qui étaient voués à sortir du peuple juif, à s'en écarter, voilà que ce sont eux qui portent sur leurs bras et sur leurs épaules cette entreprise-là. C'est-à-dire qu'ils vont se réintégrer dans le peuple juif en prenant la responsabilité, la gestion de cette entreprise sioniste. Et donc, il dit, et c'est son discours, il dit, ces juifs sécularisés, ils ne savent pas qu'ils travaillent pour le judaïsme, mais ils redonnent à la terre d'Israël, qui certes était présente dans les prières, mais ils vont conférer à la terre d'Israël une réalité concrète, et en ce sens, le travail de ces pionniers sert à la cause du judaïsme. En gros, ce que dit le Rav Kook pour résumer son propos, c'est que le sionisme n'est pas une hérésie, il n'est pas compatible avec le judaïsme, il fait partie du plan providentiel. C'est la providence qui guide les pas, qui ramène ses enfants en terre d'Israël. Il va donc, en quelque sorte, judaïser le sionisme, ou, si vous permettez l'expression, il va cachériser le sionisme. Il va donner le sceau de l'orthodoxie pour dire c'est totalement cachère. Et ça va avoir un impact énorme sur le sionisme religieux, même s'il reste encore minoritaire avant la création de l'État d'Israël et dans les premières décennies qui suivent la création de l'État d'Israël. Mais voilà que la troisième étape, en quelque sorte, l'étape où nous nous trouvons encore aujourd'hui du sionisme religieux, eh bien c'est le fils du rabbin Avraham Yitzhak HaKohen Kook qui va en prendre en quelque sorte la relève. Le nom c'est Tzvi Yehuda HaKohen Kook, et lui, en 1967, après la guerre des 6 jours, va avoir cette vision-là, qui n'était pas fausse, en disant les pionniers qui ont fait l'État d'Israël sont fatigués, les héros sont fatigués, ils n'auront pas la volonté, le courage, l'audace de prendre en charge la bénédiction divine qui est apparue avec la victoire de la guerre des 6 jours et la réappropriation de Jérusalem, de la vieille ville et de la Judée et de la Samarie. Et c'est donc aux sionistes religieux qui rasaient un peu les murs entre 48 et 67 de prendre la relève et d'effectuer cette immense tâche pour le sionisme religieux de faire en sorte que cette Judée-Samarie ne soit pas négociée, ne soit pas restituée dans le cadre d'un plan de paix. Inutile de dire, pour terminer, que ce sionisme religieux a accompli cette tâche. Ça va être, je dirais, l'effet d'un mouvement comme le Gush Emonim, de ce qu'on va appeler les implantations, qui a été porté par les enfants du mouvement Bnei Akiva, c'est le mouvement de jeunesse du Parti national religieux, qui a connu plusieurs fortunes politiques, mais qui a finalement constitué une élite au sein de la société israélienne. Alors, qu'en est-il devenu de ces orthodoxes non-sionistes, ceux qui étaient opposés au retour à Sion et à la création d'un État juif? Eh bien, en fait, ils se sont d'abord organisés en partis politiques, et c'est un des plus vieux partis politiques du Yishuv et de l'État d'Israël, le Agudat Israël, qui a rassemblé
toutes ces masses juives orthodoxes hostiles au sionisme. Et là, ce qu'on a connu, je dirais, à l'échelle du XXe siècle et les 2 premières décennies du XXIe siècle, c'est quand même, je dirais, une modification substantielle. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le plan, je dirais, fondamental, le plan de l'idéologie, on va dire que cet antisionisme s'est transformé en asionisme. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas un reniement absolu et total comme il avait pu l'être tout le long du XXe siècle, c'est une reconnaissance de fait. En fait, on pourrait dire un peu comme en diplomatie, il y a, du point de vue de ces partis-là, et le Agudat Israël notamment, ou le Yahadut Torah également, il y a une reconnaissance de facto, pas une reconnaissance de jure. Alors vous allez dire, pourquoi encore? Après qu'Israël ait fait la preuve de son existence et que, voilà, on voit bien qu'il entretient et favorise aussi des communautés juives orthodoxes en Israël. Alors la raison, je dirais, encore une fois, elle est au niveau fondamental, parce que le sionisme reste encore pour ces partis-là, ou cette obédience-là, je dirais, un mouvement issu de la modernité. Un mouvement qui a en quelque sorte décomplexé le juif de ne pas pratiquer, parce qu'il a, avec le sionisme et l'État d'Israël, inventé un nouveau sacré. Dans l'optique sioniste, être un professeur d'hébreu, vaut beaucoup plus qu'être un rabbin plongé dans l'étude. Être un soldat dans l'armée israélienne vaut beaucoup plus que d'être un bedeau de synagogue. Et donc, c'est cet écart-là qui fait encore que on prend encore des distances, encore une fois, au niveau fondamental. En revanche, au niveau opérationnel, regardez le chemin qui a été parcouru. En 1948-49, ils sont représentés à la Knesset, mais en revanche, ne participent à aucune coalition gouvernementale. Et quand ils y participent, ils refusent d'endosser un portefeuille ministériel, tout au plus acceptent d'être des secrétaires d'État. Voilà, entre-temps, c'est terminé. Aujourd'hui, vous avez des ministres des partis orthodoxes. Et il y a eu également quelque chose qu'on ne peut pas négliger, l'hébraïsation de cette communauté. C'est-à-dire que le yiddish était la langue principale. Aujourd'hui, ils parlent hébreu, mais comme n'importe quel autre sabra, puisque ce sont également des sabras. Et ils participent à la vie, je dirais, il y a une visibilité plus importante de la communauté orthodoxe en Israël, là où auparavant, c'était des communautés qui ne se voyaient pas, qui ne se fréquentaient pas, qui n'empruntaient pas les mêmes bus ou les mêmes transports en commun.